Bonjour à tous. Dans ce podcast, nous invitons Héloïse Junier, collaboratrice régulière du site Les Pros de la petite enfance. Héloïse Junier est psychologue en lieu d'accueil du jeune enfant, formatrice petite enfance, conférencière et auteure d'ouvrages. Nous lui donnons carte blanche pour répondre 2 fois par mois à vos questions autour d'une thématique liée à votre expérience du terrain. Aujourd'hui, nous débutons avec 3 questions sur les pleurs du tout-petit. Bonne écoute! C'est parti pour une première question de Sandra, qui est dans les Hauts-de-Seine. Je suis auxiliaire de puériculture dans une grosse crèche collective qui compte 90 berceaux. On accueille un petit garçon de 3 mois. Aujourd'hui, il a 9 mois et demi. Son adaptation s'est bien passée, il n'a pas beaucoup pleuré. Mais voilà que depuis 2-3 semaines, il réclame sans arrêt les bras. Il pleure tant qu'il ne les a pas. Je comprends bien qu'il veut les bras, mais j'ai l'impression que c'est sans fin. Comment je peux l'aider ? Alors, déjà, merci Sandra pour votre question. Alors, c'est un cas assez classique. Cet enfant qui pleure parce qu'il a besoin des bras à ce moment-là. Il y a plusieurs choses à aborder. Alors, tout d'abord, c'est pas parce que l'enfant n'a pas pleuré pendant l'adaptation que son adaptation s'est bien passée. Alors, c'est vrai que c'est une idée un peu qu'on a, une idée un peu reçue. Les enfants qui pleurent pas l'adaptation, on les sent plus sécures, on les sent plus confortables. Mais en fait, l'adaptation est sans doute mieux pour l'adulte, parce que l'adulte, parce qu'il n'y a pas de cris, pas de pleurs. Mais est-ce que pour l'enfant lui-même, elle s'est réellement bien passée ? Ça, c'est une autre question. Et un enfant qui ne pleure pas n'est pas forcément un enfant qui se sent bien. C'est pas forcément un enfant qui se sent suffisamment en sécurité aussi pour manifester ses besoins. Donc voilà, déjà, c'est pas parce qu'il n'a pas pleuré pour l'adaptation que ça s'est forcément bien passé de son point de vue à lui. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'une recherche montrait justement que les enfants qui pleuraient davantage en début de séjour pour une longue hospitalisation étaient par la suite plus calmes, plus confiants et plus coopératifs. Et vous voyez, à l'inverse, ceux qui paraissaient vraiment tranquilles dès le début du séjour, qui étaient coopératifs, qui semblaient sereins, avaient plus de difficultés par la suite à se sentir bien dans ce séjour-là. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le fait quand les enfants extériorisent leurs émotions, quand ils manifestent leurs besoins, mais c'est vraiment un bon signe. Et c'est aussi, c'est une bonne nouvelle, une marque de confiance en l'adulte qui s'occupe d'eux finalement. Ouais, je me sens suffisamment en confiance pour pleurer en présence de l'adulte parce que je sais que je peux compter sur lui. Alors d'ailleurs, aussi intéressant, vous me précisez que depuis 2-3 semaines, il réclame sans arrêt les bras, qu'il veut les bras. Alors, et là je dirais, c'est super bon signe, c'est très très bien parce que là on voit que la situation évolue bien. Il commence à vous manifester les besoins, il commence à vous dire quand il va pas bien, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. Et ce qui est bien, c'est que plus vous allez répondre à ces besoins-là, de proximité, de câlin, d'affection, plus il va comprendre qu'il peut compter sur vous, plus vous allez créer un lien d'attachement entre vous, et plus après il va gagner en autonomie. Et plus après il pourra s'éloigner de vous, il pourra jouer seul, créer seul. Alors que pour l'instant, j'imagine qu'il est encore assez accroché à vous, il a du mal à prendre de la distance par rapport à votre propre corps. Et d'ailleurs, c'est un point important, mais vous nous dites que l'enfant veut les bras. Alors c'est vrai que c'est souvent une idée qui revient en fait. On a l'impression que l'enfant veut nos bras, mais en fait l'enfant ne veut pas nos bras. Il a besoin de nos bras. Là, l'enfant a vraiment besoin de vos bras, comme il a besoin, de manger, de boire, je sais pas, de péter, de crier. C'est un besoin qui est fondamental chez lui. Et vous voyez, il y a une grande différence entre vouloir et avoir besoin de quelque chose. Par exemple, on veut un mojito, mais on a besoin de boire. On veut des vacances aux Bahamas, ou alors on a juste besoin de se reposer. Il y a une grande différence. Mais bon, d'ailleurs, juste pour rappeler aussi que le petit humain, il naît profondément inachevé, immature, il est complètement pas fini quand il sort du ventre de la maman. Et du coup, pendant les premiers mois de vie, il est vraiment programmé en fait pour être très très proche du corps de l'adulte, pour être en fusion en un pour un, parce que contrairement aux autres mammifères, il est pas achevé, donc il a pas cette capacité en fait à suivre l'adulte pour répondre à ses propres besoins. Contrairement, vous voyez, au girafon qui lui, au bout d'une demi-heure, 1 heure de vie, après une chute de 2 mètres, il arrive à se lever et aller répondre à ses besoins à lui. Donc tout ça pour dire que l'enfant a vraiment besoin de vos bras et c'est quelque chose qui le construit et qui lui permet de se sentir bien dans un lieu. Alors tout ça pour dire que comment on réagit ? Alors déjà, surtout,
tant que vous pouvez, je sais que c'est pas évident parce que je sais qu'au quotidien, un enfant qui comme ça, qui pleure beaucoup et qui s'accroche à vos bras, je sais que ça peut être très très épuisant et on peut se sentir vite en fait envoyé dans un cercle vicieux. On se dit mais on va jamais s'en sortir. On se sent enfermé des fois dans une relation tellement fusionnelle, on a l'impression de jamais voir le bout. Et ça, je le sais parce que j'ai accompagné beaucoup de professionnels qui ressentaient ce sentiment-là, mais beaucoup de parents aussi. C'est pas propre à vous, c'est vraiment propre à l'espèce des petits humains qui sont tellement dépendants. Mais surtout, tant que vous pouvez, n'ignorez pas ces signaux-là, n'ignorez pas ces pleurs tant que vous le pouvez. Saisissez cette chance qu'il pleure pour lui montrer qu'il peut vraiment compter sur vous. Dès que vous le pouvez, prenez dans les bras. S'il y a besoin, et si vous le sentez, prenez-le en portage, en système de portage, vous voyez, MyTay, porte-bébé. Parce qu'en fait, l'avantage du système de portage, c'est qu'il vous permet de faire plusieurs choses en même temps. Et dites-vous que plus vous le prenez dans les bras, plus vite il sera sécurisé, et plus vite il gagnera en autonomie, et plus vite vous, après, vous serez plus tranquille, en fait, vous serez un peu plus libre, et vous vous sentirez moins comme ça étouffé. Et vous voyez, c'est comme si quelqu'un entrait dans la pièce en ce moment même où vous écoutez le podcast, quelqu'un entre dans la pièce, il vous réclame, il vous dit qu'il a faim, il vous réclame à manger. Imaginons, vous lui donnez un bout de pain à cette personne, un bout de pain, 2, 3 bouts de pain maximum. Après, la personne est rassasiée, elle n'a plus faim, elle n'a plus besoin, elle va faire autre chose. Son besoin étant satisfait, elle passera à autre chose et elle va pas vous passer son après-midi et sa vie à vous réclamer à manger. Parce que son besoin sera satisfait jusqu'à la prochaine heure d'hypoglycémie, bien évidemment. Tout ça pour dire que voilà, vraiment, faites-vous confiance, faites confiance à l'enfant. Dès que vous pouvez, prenez dans les bras, sauf si vous n'en pouvez plus, passez le relais, bien évidemment. Et vous verrez, je vous assure que cette phase finira par passer d'elle-même. Bon courage à vous, on est avec vous. C'est parti pour une deuxième question qui nous vient de Solange, qui est dans le 33 en Gironde. D'ailleurs, c'est mon coin. Donc c'est une voisine. Donc voici la question. Bonjour, je suis assistante maternelle dans une crèche familiale. L'un des bébés que je garde, qui va avoir 5 mois, pleure beaucoup. Et même s'il a bien mangé, s'il a bien dormi, et même s'il est dans mes bras. Il se calme que quand je lui donne sa tétine et son doudou, puis se remet à pleurer un peu plus tard. D'après son médecin, il n'a aucune douleur particulière. Par contre, je sais qu'il est né prématuré et que son début de vie a été un peu difficile apparemment d'après ses parents. Bon, on ne sait pas plus. Ces épisodes de pleurs répétés m'épuisent, je ne sais plus quoi faire, je me sens comme dans une impasse. Merci beaucoup Solange pour votre question. Alors la question que vous posez là est vraiment très intéressante et en même temps très fréquente. Vous voyez, c'est une question qui revient beaucoup. Moi, quand j'anime des interventions, des conférences auprès des parents, elle revient beaucoup. Et aussi au niveau des formations, elle revient beaucoup au niveau des professionnels. C'est toujours cette question de l'enfant, il est dans mes bras, donc il a les bras à la proximité dont il a besoin. Il a bien mangé, bien dormi, a priori pas de douleur, et pourtant il pleure quand même. Pourquoi il pleure quand même? Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Alors, tout d'abord, il faut vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'un bébé pleure que vous êtes une mauvaise professionnelle ou que les parents sont de mauvais parents. Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. Parce que c'est souvent un sentiment qui est un petit peu en sous-jacent. Vous voyez, vous dites que vous êtes comme dans une impasse. On sent que des fois, c'est dévalorisant un bébé qui pleure. Mais ça n'a rien à voir avec si on a une bonne ou mauvaise pro ou une bonne ou mauvaise personne. Et en fait, votre question, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet d'aborder l'une des fonctions principales des pleurs des bébés. C'est la fonction de décharge. Alors, je m'explique. Est-ce que savez-vous quel est le point commun entre un enfant qui urine, un enfant qui transpire et un enfant qui pleure? D'après vous. Alors, tous les trois évacuent un liquide, c'est sûr. Mais pas n'importe quel liquide. Posez-vous la question, quel liquide ça peut contenir? Qu'est-ce que peut contenir ce liquide? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce liquide, il contient des toxines. Et pleurer permet d'évacuer les toxines, comme le fait de transpirer, comme le fait d'uriner. Mais attention, pas n'importe quel type de toxine. Et là aussi, c'est notre question. On va encore plus profondément dans la réponse pour vous donner des billes pour le terrain. D'après vous, qu'est-ce qu'on trouve justement dans les larmes humaines? Alors imaginons ce week-end, là, vous avez un petit peu de temps libre devant vous, vous avez un microscope à la maison, on sait jamais, il y en a qui ont un microscope toujours à portée de main, et vous avez aussi un enfant sous la main, un enfant qui pleure. Imaginons, vous allez recueillir une de ces larmes et analyser cette larme au microscope. C'est comme on pouvait le faire quand on était au lycée. Et qu'est-ce que vous voyez dans cette larme, d'après vous? Il y a de l'eau, du sel, mais pas que. Vous allez découvrir aussi des molécules de stress.
En fait, c'est une grande découverte des pleurs de l'être humain, parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, quand on pleure, quand on sécrète des larmes humaines, on évacue des molécules de stress qu'on avait avant sécrétées parce qu'on était stressé. Et en fait, pleurer permet à l'enfant de se décharger de son stress, de se vider sans rien avoir de stress, et ainsi de pouvoir se détendre. Et vous voyez, notamment les enfants qui ont un passé un peu plus stressant que les autres, peut-être que c'est le cas de ce petit garçon-là, peut-être qu'il il était en néonate pendant les 2-3 premières semaines de vie, peut-être qu'il est en réanimation, je sais pas ce qui lui est arrivé, peut-être qu'il a eu une grossesse difficile, peut-être qu'il a eu une petite enfance difficile pour X raisons, et ça, ça le regarde, c'est son histoire à lui. Et n'empêche que les enfants qui ont un passé qui est plus stressant auront plus besoin de pleurer que les autres, parce qu'ils auront plus besoin aussi de se vider de leur stress que les autres. Idem pour les adultes. Mais alors, du coup, vous allez me dire, ok, c'est bien joli cette histoire de microscope, de larmes et de molécules de stress qui s'échappent, mais comment je réagis ? Et bien là, effectivement, comment réagir ? La réponse, c'est laissez-le pleurer. Offrez-lui la possibilité de se décharger de son stress, de se faire du bien. Alors, remarquez, il n'a pas grand-chose sous la main. Il n'y a pas de yoga, il ne peut pas faire de pilates, il ne peut pas faire de jogging, il ne peut même pas se vider un verre de vodka devant Netflix. Il n'a pas vraiment beaucoup de possibilités, cet enfant-là. Donc, laissez-le. Offrez-lui la possibilité de pleurer, vraiment, à satiété, selon son besoin à lui, sans lui mettre la tétine dans la bouche, sans forcément le vouloir le faire taire, en fait. Vous pouvez le consoler, c'est-à-dire que le soulager de ses tensions, mais pas l'arrêter dans sa décharge. Vous voyez ce que je veux dire ? Et par contre, il y a une chose qui est importante, laisser pleurer l'enfant, oui, mais surtout, jamais, jamais, jamais laisser pleurer un enfant seul. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui pleure seul, c'est un enfant, vous voyez, qui va avoir son cerveau en ébullition, qui va être de plus en plus chaud, son amygdale qui va surchauffer, son centre de danger du cerveau qui va surchauffer, qui va pas être bien du tout. Il va avoir besoin d'un antidote. Le cortisol qui va sécréter dans le cerveau de l'enfant est un véritable poison pour sa maturation. Donc, il faut apporter l'antidote du cortisol, qui est l'ocytocine, l'hormone du lien social, l'hormone de l'attachement. Donc, tout le temps où il pleure dans vos bras, surtout, caressez-le, caressez sa peau, touchez sa peau, faut faire du peau contre peau, caressez son visage, son menton, son front. Cela lui permettra de favoriser justement la sécrétion de l'ocytocine, l'antidote du cortisol, et ainsi de faire comme un anti-inflammatoire en fait de son cerveau pour qu'il se soulage, pour qu'il s'apaise. Et dites-vous qu'un enfant qui pleure à satiété aura tendance à pleurer moins souvent, justement parce qu'il sera plus vidé de son stress, il sera plus détendu, il aura un sommeil aussi plus réparateur, il sera de manière générale plus paisible, plus coopératif, plus calme. Donc ça pour dire que je sais que sur le moment, un enfant qui pleure, ça peut être difficile. D'ailleurs, c'est d'autres questions que posaient vos collègues pendant ce podcast. Cette difficulté en fait à supporter les pleurs de l'enfant, c'est tout à fait normal, on en reparlera dans une autre question. Mais dites-vous surtout que ça lui fait du bien. Comme quand vous pleurez, ça vous fait du bien. Quand moi je pleure, ça me fait du bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup pleurer grâce à ça. Et juste une dernière anecdote avant de se quitter. Une fois, j'étais enceinte et j'ai eu un accident de vélo. J'ai été renversée par une voiture et je suis tombée. Et sur le moment, je me suis dit, oulala, je suis en train de sécréter un maximum de stress. Le stress passant la barrière placentaire, mon fœtus va être confronté à ce cortisol qui traverse la barrière placentaire, donc faut que je pleure absolument pour le protéger en fait, pour que le stress évacue et pour pas que mon fœtus soit touché. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, je voulais pleurer, mais on me laissait pas pleurer. J'essayais de pleurer dès que l'accident avait lieu sur le moment, mais les messieurs qui m'ont recueilli m'ont dit mais non, mais ne pleurez pas madame, c'est pas grave. Mais je leur ai dit mais j'ai besoin de pleurer, et j'étais pas d'accord. Après coup, j'arrive dans le camion de pompiers. Enfin, tout allait bien pour moi, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour dire que j'avais besoin de pleurer. Et là, dans le camion de pompier, le pompier me dit « Ah mais non, mais pleurez pas madame, ça va aller !» Et je lui dis « Mais monsieur, j'ai vraiment besoin de pleurer pour protéger mon bébé et pour me vider de mon stress. » Et vous voyez, ces sensations que j'ai eues de ne pas avoir droit de pleurer en fait, d'être sans arrêt coupée dans mes pleurs de décharge, et j'ai trouvé ça extrêmement désagréable. Et je me suis dit « Mais c'est ce que vivent les enfants toute la journée. » Et c'est difficile du coup pour eux. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire, c'est un aparté, c'est pour ça pour vous dire que pleurer, ça fait du bien, mais du moment qu'on est accompagné avec humanité, avec bienveillance et tendresse. Voilà, je pense que vous avez toutes les cartes en main. Voilà, pareil, faites-vous confiance et bon courage à vous. Bonne continuation. C'est parti pour une troisième et dernière question. Alors, de la part d'une EJE, d'une éducatrice de jeunes enfants qui souhaite rester anonyme, ce qu'on comprend tout à fait, voici sa question.
Bonjour, je souhaiterais vous poser une question de manière anonyme. Je suis éducatrice de jeunes enfants dans un multi-accueil. J'ai beau avoir presque 10 ans de métier auprès des enfants, j'ai toujours autant de mal à supporter les pleurs des bébés. J'ai l'impression que mes collègues y arrivent bien mieux que moi. Après une journée à écouter des pleurs, je me rentre complètement lessivée chez moi et je manque de patience avec mon conjoint et mes 2 garçons. C'est eux qui prennent tout. Pensez-vous que je devrais changer de métier ? Alors, c'est une question que je trouve qui est très émouvante et qui me touche beaucoup. Donc, merci beaucoup, cette JE, pour cette question. En plus, vous soulevez là une question qui est, je trouve, assez taboue dans le milieu, c'est-à-dire la manière de supporter les pleurs des bébés. Déjà, rassurez-vous, c'est tout à fait normal, tout à fait sain, tout à fait rassurant que ces pleurs vous paraissent désagréables, qui vous paraissent inconfortables, stressants, qui vous donnent même envie de pleurer. Enfin, ce serait plutôt le contraire en fait qui serait étonnant, vous voyez ? Donc, souffrir quand un bébé pleure, c'est normal, on est fait pour ça. Ce sont des sons qui sont très aversifs. Et à la base, vous voyez, dites-vous bien que les pleurs ont été conçus par la nature et qui ont été façonnés au fur et à mesure de l'évolution pour faire souffrir au maximum nos cerveaux, avec que du bonheur. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent me faire autant souffrir ? Parce qu'en fait, justement, ça a une fonction aussi. C'est parce que cette alarme, les pleurs, est archi désagréable. C'est parce qu'elle est désagréable que l'on va accourir quand un bébé pleure et donc répondre à ses besoins. Vous voyez, entre nous, si ces pleurs étaient juste une petite mélodie sympa du style eh bien, on serait pas aussi pressé de venir s'occuper d'un bébé qui pleure. Et du coup, là, je pense que le taux de survie des bébés chuterait. chuterait beaucoup. Vous voyez, donc c'est vraiment un son qui est aversif par nature pour nous faire réagir. C'est vraiment une alarme, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les pleurs provoquent des réactions qui sont assez communes chez les gens. Ça peut être des tensions musculaires, des maux de ventre, des douleurs au niveau du front, une transpiration qui est inhabituelle, sensation d'être oppressé, d'avoir au niveau de la cage thoracique, vous voyez. Il y en a aussi qui peuvent ressentir des rougeurs au niveau du visage, une gorge un petit peu serrée, la gorge sèche, vous voyez, l'envie de boire. Et aussi, surtout, ce qu'on retrouve, c'est quand un bébé pleure, beaucoup de personnes ont envie de secouer l'enfant, de pleurer, de crier, de le bercer de manière un peu impulsive. En fait, ça engendre chez nous beaucoup de stress qui va engendrer à son tour des manifestations très, très impulsives, très fortes en fait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces pleurs peuvent aussi générer des sentiments très désagréables. Enfin, aussi générer, non, ils génèrent automatiquement des sentiments désagréables, c'est très, très fréquent. Des sentiments tels que de sentiments d'impuissance, vous voyez, on va dire là, j'ai tout essayé, il continue de pleurer, je sais plus quoi faire, je suis complètement dans une impasse. On peut se sentir aussi frustré, se sentir nul. Vous voyez, souvent des mamans ou des papas me disent, voilà, je suis un mauvais parent, j'arrive pas à le calmer, je suis une mauvaise pro. Ça aussi, on me le dit souvent. En formation, aussi on peut rencontrer des sentiments d'impatience, mais ça va jamais s'arrêter, ça fait au moins 1 heure que ça dure, alors des fois ça fait juste un quart d'heure, vous voyez. Ou alors à l'inverse aussi, on peut sentir la culpabilité, on peut se dire la personne elle se sent coupable, elle se dit qu'elle a fait quelque chose de mal, ou alors totalement une indifférence. Et d'ailleurs, des fois je rencontre dans les crèches collectives, ou alors même dans n'importe quel milieu en fait d'accueil, où il y a tellement de bébés qui pleurent toute la journée, c'est tellement pas naturel, et vos cerveaux souffrent tellement qu'au bout d'un moment, on a affaire à une indifférence. C'est-à-dire que les personnes se blindent. C'est tellement dur pour elles qu'elles se blindent. Et on dirait qu'elles n'entendent même plus les pleurs des bébés. Ça, c'est aussi un mécanisme de défense pour se protéger. Alors tout ça, tous ces sentiments-là, toutes ces sensations physiques-là sont tout à fait normales. Tout ça montre que juste vous êtes un être humain sensible, avec un cerveau sensible à la détresse des petits humains qui vous entourent. Donc non, bien sûr, il ne faut pas que vous changiez de métier. Bien au contraire, on a besoin d'êtres humains comme vous dans les crèches. Il faut juste garder bien. Vous voyez, par contre, quand un enfant, justement, pleure et que vous sentez que votre cerveau souffre, que votre corps réagit, n'hésitez juste pas à mettre des mots sur vos émotions et à rester à l'écoute de ce que vous ressentez. Par exemple, vous pourriez dire, Maëlys, elle pleure depuis, je sais pas, un petit temps, je commence à avoir chaud, je sens que mon cœur bat plus vite, je sens que je commence un peu à transpirer davantage, j'ai mal à la tête, j'ai envie que ça s'arrête, je me sens triste. Voilà, mettez des mots sur tout ce que vous ressentez. Parce que plus vous mettrez des mots dessus, plus ça va calmer votre cerveau émotionnel, et plus vous allez pouvoir après, pas détacher, mais vous allez mieux vivre en fait ces épisodes de pleurs. Voilà, donc c'est vraiment aussi prendre soin de vous pour mieux prendre soin de l'enfant à ce moment-là.
Voilà, donc bon courage à vous et surtout gardez bien votre grande humanité, votre sensibilité. Elle est vraiment précieuse et surtout dans les métiers que vous faites auprès des jeunes enfants. À bientôt.